la période de questions. Je connais un enfant âgé de 12 ans qui réagit sans émotion et qui manifeste des signes de délinquance. Et même cet enfant, par une éducation, ça n'a pas marché. Que faut-il faire? Merci, Lily. Bon. Premièrement, un enfant qui manifeste des signes de délinquance, il faut bien comprendre par le mot délinquance que c'est un enfant qui fait des choses qui sont, disons, un sens simple, péjoratif, méchant, destructive. Si c'est là ce qu'on entend par délinquant, faire des choses destructives, briser des jouets, c'est destructeur. Vouloir absolument manipuler autrui pour qu'il exprime des phénomènes de souffrance, vouloir faire peur, vouloir faire pleurer, vouloir voir brailler, voir crier. Donc, ça peut être des signes de délinquance. Alors, je connais un enfant âgé de 12 ans qui réagit sans émotion. Alors, justement, non. Il exprime son émotivité par la délectation des phénomènes de souffrance chez autrui. Alors, il exprime de l'émotivité, mais son émotivité, elle est mal canalisée. Alors, étant mal canalisée, automatiquement, cet enfant-là donne des signes qu'il n'a pas d'émotion. Mais il faut bien comprendre qu'il n'a pas d'émotion dans le sens qu'on ne peut pas l'atteindre nous-mêmes comme normalement on devrait atteindre un enfant. Alors, si on essaie de lui faire plaisir, s'il ne réagit pas au plaisir, cela ne veut pas dire que c'est un enfant qui n'a pas d'émotion. Cela veut simplement dire que la relation, le contact ou la communication ne se fait pas dans le bon langage, dans la bonne langue. Alors, s'il lui parle polonais puis que toi tu parles français, c'est évident qu'il va y avoir un problème. Alors, si tu lui dis que tu l'aimes, ben lui, il va te regarder en disant qu'est-ce qu'elle me veut celle-là. Bon. Alors, c'est pas parce qu'il n'y a pas d'émotion, c'est qu'on n'emploie pas le bon langage. Un enfant de 12 ans, présentement, ne peut pas être sans émotion. Il va exprimer, sa psychologie va exprimer parce que ce qui l'amène à détruire ou ce qui l'amène à être délinquant, c'est une expression de la psychologie. Ce n'est pas intelligent d'être délinquant. C'est émotif, c'est psychologique, donc il y a un problème. Alors, en même temps, cet enfant, par une éducation logique, ça n'a pas marché. Bon, et même cet enfant, alors justement, si cet enfant-là serait mental, une éducation logique pourrait fonctionner. Mais encore là, il faut voir si c'est une logique mathématique, donc mentale, ou une logique psychologique établie par rapport à ce que les éducateurs trouvent logique. C'est logique de manger avec une fourchette. Ben, c'est logique pour qui? Pour l'individu qui mange avec une fourchette. Pas pour un enfant. Tant que tu ne l'as pas instruit à manger avec une fourchette. Alors, ce qu'il faut faire, que faut-il faire? Ben, premièrement, c'est un problème assez complexe, donc moi, je ne peux pas répondre à une question comme ça. Ici, faudrait que je voie l'enfant, faudrait que je jase avec l'enfant, puis moi, je pourrais peut-être savoir quoi faire. J'ai travaillé pendant 2 ans et demi de temps avec des enfants, des prédélinquants, des enfants qui ont des problèmes d'adaptation, etc., de l'hôpital Sainte-Justine. Mais tu peux pas jaser par téléphone ou comme ça d'un problème, disons, infantile ou d'un problème de mes adaptations sociales. Parce que dans un certain cadre, un enfant va être délinquant, dans un autre cadre, il ne le sera pas. Alors, si un enfant qui est délinquant n'a pas d'émotion, ben, il ne peut pas être délinquant. Il peut être marginal, mais pas délinquant. Alors ça, c'est extrêmement, disons, important de voir la différence. Ce n'est pas un enfant, un supra-enfant, dans le sens où tout à l'heure, on l'a vu. Parce que les enfants ne sont pas délinquants, les enfants qui coupent leur relation avec l'extérieur, parce qu'ils ont compris la manipulation souffrante de l'extérieur. Un enfant qui est autistique, ce n'est pas un enfant qui a une intelligence. C'est un enfant qui coupe sa relation, qui vit avec ses mémoires, qui vit donc à l'intérieur de lui-même, qui va vivre dans un monde qu'il va se créer. Et ce n'est pas plus mauvais qu'un individu qui vit dans un monde qu'il croit réel. Bon, sauf que ce n'est pas un enfant qui a coupé ses relations parce qu'il a perçu et compris la manipulation de l'astral sur son mental, donc la teinture de l'astral, donc de sa psychologie sur lui-même. Alors, l'enfant autistique ou l'enfant délinquant, ce sont des enfants qui ont des émotions, mais qui les expriment dans un langage qui devra être décodé par l'éducateur si l'éducateur veut arriver à pouvoir ouvrir une porte pour pouvoir communiquer avec ce langage-là. Disons que le gros handicap des éducateurs par rapport à l'enfance, c'est qu'ils essaient d'enseigner à l'enfant un langage pour communiquer, au lieu d'essayer de comprendre le langage de l'enfant pour que lui puisse aborder le langage de l'enfant pour arriver à communiquer avec. Alors, c'est évident que l'éducateur, si c'est un éducateur professionnel, vu sous cette facette-là, aura donc, s'il a 15 enfants, peut-être 15 langages à devoir apprendre.
mais il a la possibilité, drôlement plus perfectionnée que l'enfant, d'apprendre un nouveau langage. Alors, imposer à l'enfant un langage, si je lui donne quelque chose, il doit me dire merci, pour exprimer le fait qu'au moins il se rend compte que je lui dis je t'aime, il doit sourire. Si je veux le caresser, ben il doit s'y prêter. Sinon, cet enfant-là n'a pas d'émotivité, comme le tien. Alors, tu n'emploies pas le bon langage. L'enfant détruit, il y a un problème. Maintenant, il faut bien aussi comprendre, et là, ça ne s'adresse pas nécessairement à cet enfant-là, mais il faut aussi comprendre que dans l'expressivité des relations psychologiques, il y a, premièrement, le mauvais langage, donc un langage inapproprié à l'extérieur, langage que l'éducateur devra découvrir, mais il peut aussi y avoir un problème biologique ou endocrinien qui va retarder, ralentir, empêcher, transformer, transmuter des expressivités de la psychologie. Hein? Je le répète, je le dis souvent, de toute façon, c'est un phénomène qui est réel et qui est la base. Alors, si on ne comprend pas la base, ça ne sert à rien de vouloir aller comprendre plus loin. Mais si tu as peur, automatiquement, tu vas déclencher, par l'intermédiaire d'un phénomène qu'on appelle l'hypothalamus au niveau de ton cerveau, des stimulations, disons, qui vont s'exprimer par un phénomène endocrinien. Et ta peur va pouvoir s'exprimer par le corps. Ta colère psychologique va pouvoir s'exprimer par le corps. Tous ces phénomènes-là s'expriment par le corps. Mais si le corps lui-même a une tendance biologique X, ta psychologie va, elle aussi, être déterminée par la tendance psychologique. Alors, on sait qu'une personne, par exemple, qui va souffrir d'hypothyroïdie, c'est une personne qui n'aura pas le temps psychologique égal au temps psychologique de la masse. Cela veut dire que l'individu qui va souffrir de ce genre de pathologie, c'est un individu qui va être plus lent. Mais, demande-lui pas de se dépêcher, parce que lui ne voit pas ce que tu veux dire par là. Il va suffisamment vite. Il se dépêche même. Mais il est toujours en retard. Il va marcher à côté de toi, mais 2 pas en arrière. Tu ralentis, t'accélères, mais en arrière. Toujours. Alors lui, dans sa psychologie, tu vas dire, c'est un lambineux. Mais tu vas simplement traiter un symptôme endocrinien pour régler un symptôme pathologique, psychologique. D'ailleurs, on a plusieurs médicaments qui vont servir aujourd'hui, qui vont être, disons, d'une certaine façon, disons, il y a quelques médicaments, dans quelques rares cas appropriés, qui vont pouvoir régler le problème. Mais, il faut, donc, avant de vouloir déterminer, disons, quoi faire avec un enfant qui va être prédélinquant, il va falloir évidemment qu'on détermine si c'est parce qu'on a un langage inapproprié et lui s'exprimant dans un langage, toi tu lui réponds dans ton langage, mais lui, de quelle façon va-t-il interpréter le langage que tu lui donnes? Tu lui dis que tu l'aimes, puis lui, il comprend que tu le niaises. Alors, quelle est la relation? Quel est le langage? Ça, c'est à voir si c'est un problème de langage. On parle la même langue, 2 individus, et puis on peut même aller jusqu'à s'entretuer. Alors, si on ne parle pas le même langage, surtout un langage qui n'est pas oral, un langage qui va être beaucoup plus vibratoire, corporel, ben, si on ne parle pas ce même langage-là, automatiquement, l'enfant, pour X raisons, va vouloir transmuer, attirer l'attention, s'exprimer, et ça peut évidemment l'amener à un dérèglement psychologique qui va toujours le garder assujetti à une manipulation extérieure, mais par une déformation de langage, elle ne pourra pas être perçue ni par l'enfant, ni par l'éducateur. Maintenant, s'il y a un problème endocrinien ou un problème physique, hein, il y a plusieurs personnes qui, à un certain âge, deviennent séniles. Mais il suffit de régler un problème physique pour qu'ils ne soient plus séniles. Donc, ils n'étaient pas séniles cérébralement, mais il y avait une dysfonction au niveau de leur corps physique qui amenait une perturbation au niveau de leur expressivité psychologique ou mentale. Ça peut être le même cas pour un enfant. Alors, ce qui fait que je ne peux pas répondre par téléphone. Là, tu as parlé d'éducation logique et d'éducation psychologique dans une forme de langage qu'on peut donner. Donne-moi donc un exemple de ce que ça pourrait être une éducation logique mathématique. Une éducation logique mathématique, donc une éducation qui va être reliée par le mental. Tu n'éduques pas un enfant parce que ça te plaît qu'il fasse telle chose. Tu éduques un enfant parce que c'est intelligent qu'un jour il puisse le faire, dans un cadre évolutionnaire, soit sociétaire, soit planétaire. D'accord? Alors, ce qui fait qu'automatiquement, tu ne l'éduques pas à partir de croyances, tu ne l'éduques pas à partir de choses préétablies parce que ça a tout le temps été là. Tu ne l'éduques pas d'une façon parce que si les voisins le voient, ils vont penser que tu n'es pas une bonne mère ou que tu n'es pas un bon éducateur.
Tu ne l'éduqueras pas dans un cadre où c'est le directeur d'école ou encore c'est tes collègues de classe qui vont trouver que ta classe arrit trop souvent, donc est mal éduquée. Même s'ils ont 100% aux examens, il faudrait qu'ils soient plus sérieux. Tu sais, ça m'est déjà arrivé de toute façon. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'une éducation intelligente, c'est une éducation en fonction des résultats, donc en fonction de l'expression, de l'efficacité donnée par l'enfant par rapport au milieu extérieur. Si l'enfant arrive à être efficace dans un milieu extérieur, l'éducation qui lui est donnée est logique. Et c'est intelligent que l'enfant devienne efficace. Donc, alors on l'a vu, premièrement, l'enfant doit devenir autonome. Et l'éducateur qui est frustré parce que l'enfant s'est pas ennuyé de lui, c'est un éducateur justement qui devrait être éduqué. Bon. Alors, donc, l'enfant doit commencer par être autonome, c'est intelligent. Intelligent qui ne soit pas dépendant psychologiquement de l'extérieur. Ce que notre société empêche. La société éduque la société, hein? Donc, la société éduque la masse dans la société, de façon à ce que cette masse-là soit totalement dépendante de la société. Et en temps de paix, c'est là le problème. Alors, tu es toujours dépendant. Alors, l'éducation intelligente, c'est de rendre l'individu autonome. Mais de le rendre autonome et responsable. Et ça, c'est notre paire de manches. Parce qu'avant de le rendre responsable, disons, pas responsable parce qu'il se sent coupable, pas responsable parce qu'il est payé pour, responsable parce que c'est intelligent que ça se soit fait. Tu éduques parce que c'est un job. Ou tu éduques parce que toi, tu perçois des choses, tu as un cadre qui est intelligent, qui est logique, qui est adéquat. Tu dépollues pas un lac parce que, pour un paquet de raisons psychologiques, politiques, morales ou etc. Tu vas faire une action parce que c'est intelligent qu'elle soit faite. Donc, l'éducation doit être faite en fonction que l'enfant arrive à être autonome et responsable, c'est-à-dire autonome, mais qu'il doit être capable de garder la relation avec l'extérieur, une relation qui va être réciproque, mais une relation qui ne sera pas manipulatrice, de par lui et de par l'extérieur. Et ça, c'est une chose qui est extraordinairement, présentement, c'est tellement impossible, de toute façon. En partant, mais on va finir par en arriver là. Disons que je pourrais te donner un exemple encore plus concret d'éducation logique par rapport à un enfant donné. Mais on risquerait d'essayer d'adapter cet exemple-là à des enfants qu'on a déjà. Et ça, c'est pas intelligent. Il n'y a pas un cadre. Il faut que l'éducateur soit lui-même éduqué, donc intelligent. Hein? Un éducateur qui ne fait pas de l'élevage, qui fait de l'éducation. Puis de l'éducation, pas par rapport à une religion, pas par rapport à ce que les parents veulent, pas par rapport à ce que la société veut, pas par rapport à une psychologie ou à une morale. Et il faut qu'il fasse une éducation par rapport à ce qui est intelligent qui arrive. S'il faut que tu sois chasseur, chasse. S'il faut que tu sois cultivateur, cultive. Mais pas parce que tes pères l'ont fait, pas parce que la religion t'enseigne telle chose, pas parce que le professeur est végétarien qu'il faut que les enfants le soient tous. Quand c'est intelligent, c'est intelligent. Disons que l'exemple, on va revenir de toute façon le mois prochain encore sur l'éducation dans l'ère du Verseau. En 2 heures, on peut y aller plus loin. Disons que là, je n'ai pas trop cerné le problème parce que ça risquerait de donner de mauvais exemples. Qu'est-ce que le mot mental et psychologie veulent dire? Attendu l'emploi répété de ces mots. Bon. La psychologie, employée en ésotérisme, donc employée par moi-même, ça rejoint un peu la réalité psychologique de la psychologie contemporaine. Par contre, évidemment, psychologie voulant dire étude de l'âme, ce mot-là, qui est d'ailleurs de racine grecque, je crois, définit extrêmement bien la psychologie ésotérique, l'étude de l'âme. L'âme, c'est la psychologie de l'homme. L'âme, c'est tous les mémoires de l'homme. C'est l'identification de l'homme que l'homme a de lui-même à partir de son passé. Vous savez que vous êtes vivant parce que vous vous rappelez avoir vécu. Vous avez une connaissance, vous avez une possibilité de parler parce que vous l'avez apprise. Vous avez une possibilité de penser parce que vous l'avez en mémoire. Vous pouvez parler en français, vous l'avez appris. Vous ne pouvez pas parler en russe, vous ne l'avez pas appris. Vous avez une possibilité d'être en relation avec l'extérieur parce que vous l'avez appris. Toute votre expressivité tient de votre mémoire. Cette mémoire-là, c'est la psychologie de l'homme. Ésotériquement, cette mémoire-là, c'est l'astral de l'homme. Maintenant, tout est enregistré dans la mémoire de l'homme. Il y a une mémoire chimique, il y a une mémoire qui est vibratoire. Et c'est aussi enregistré dans la mémoire planétaire, donc de la planète. Alors, ce qui fait que tous vos phénomènes mémoriels, donc vos phénomènes psychologiques, vont sous-tendre vos expressivités, donc vos actions. Alors, tout ce que vous faites continuellement n'est pas une action face à une réalité, ce n'est pas une action face à un événement. L'événement vient vous voir, vous en avez une perception, et de par la perception, vous allez fouiller dans votre expérience mémorielle, dans votre psychologie,
et vous allez réagir de par votre psychologie à l'événement. Ce qui amène des réactions souvent inefficaces parce qu'inintelligentes, parce que teintées par votre émotivité. Alors, la psychologie de l'homme, c'est l'astral en termes ésotériques. La psychologie de l'homme, c'est toute son énergie qui présentement le tient en vie. En vie, c'est-à-dire qui le porte à vouloir se transformer. Se transformer pourquoi? Parce que l'homme tend à vouloir fuir la souffrance pour gagner la jouissance. Et cette jouissance-là, l'homme l'a connue. Vous avez connu des moments de béatitude et des moments de tristesse, des moments de peur terrible, des moments d'angoisse, des moments de douleur. Alors, automatiquement, ayant ça en mémoire, votre activité, votre démarche va tendre à faire en sorte que ces choses vibratoires-là, négatives pour vous, ne se répètent pas. Et que les choses plaisantes se répètent. Et ça, c'est votre psychologie. Cette psychologie-là est aussi bâtie par l'éducation que vous avez reçue. Éducation qui est pluralitaire, donc qui vient de différents médias. Et cette éducation-là, elle va donc donner le pas à votre expression. Alors, si l'on vous insulte, vous savez que c'est une insulte que l'autre vous dit. Et automatiquement, par réflexe psychologique, vous allez répondre. Ce n'est pas intelligent parce que l'intelligence qui devrait normalement vous contrôler, vous manipuler, n'est même pas là. Je passe dans le métro, je vous donne une claque en plein visage. Vous allez réagir. Mais le savez-vous ce que vous faites? Non. Qui est conscient dans votre réaction? Personne. Votre mémoire vient à la surface, elle s'empare du corps et il va y avoir une réaction selon votre psychologie. Donc, selon votre éducation, donc selon vos mémoires. Ça, c'est la psychologie. Et l'extérieur vous manipule. De quelle façon? Il suffit juste qu'on dise qu'il y a une guerre qui s'en vient et vous avez peur. Donc, tous les phénomènes extérieurs à l'homme vont sous-tendre vos réactions intérieures. Vous avez, hier, il ventait beaucoup dans certaines régions. Vous avez peur que la maison parte. Vous avez peur de n'importe quel phénomène, que votre poubelle, vous la ramassez chez le voisin. Puis que le voisin s'en empare. Bon. Alors ça, c'est des phénomènes extérieurs. Mais ça sous-tend immédiatement une relation et une réaction à l'intérieur de vous. Et ça, c'est la manipulation de la mémoire psychologique, donc de l'astral planétaire sur vous. Autre exemple d'astral, donc de psychologie planétaire, toute la relation religieuse est une psychologie planétaire, psychologie de masse, qui manipule les individus non individualisés, les individus de masse, les partis politiques, la publicité, enfin bref, tout ce qui vient de l'extérieur et qui a une même lignée, une même tangente. C'est des relations de l'astral. Alors, la psychologie dans l'ésotérisme, ce sont vos mémoires, et ces mémoires-là ont comme phénomène d'expressivité, disons globale, la fuite des douleurs et la recherche du plaisir. La recherche du plaisir va automatiquement vous amener à la fuite de l'anti-plaisir. Donc, vous voulez avoir tel plaisir, vous avez automatiquement peur de ne pas l'avoir. Ce qui va sous-tendre la peur fondamentale chez l'homme. Peur qu'à l'instant même où l'homme commence à avoir un phénomène psychologique, et ça commence dans l'utérus de la mère, où l'enfant est relié par la vibration astrale à la psychologie de sa mère. Psychologie qu'il devra briser vers l'adolescence. Pour se relier à une psychologie de masse sociétaire. Sa gang, son groupe, etc. Alors, ce qui va arriver, c'est que cette psychologie-là, qui est manipulée continuellement, va finir à un moment donné par essayer de régler le problème de la douleur pour garder le plaisir continuellement à sa portée. Alors, elle va donc essayer de poursuivre le plaisir et se rendre compte par l'expérience, l'homme est un phénomène évolutif expérientiel, donc par l'expérience, il va se rendre compte, par essai et erreur, qu'il devra s'arranger pour garder le plaisir. Le plaisir est destructible. Alors l'homme va donc automatiquement essayer de comprendre l'extérieur. Cette vibration de compréhension de l'extérieur est supérieure à la vibration du désir banal. Donc automatiquement, l'homme va, par sa psychologie désirante, donner naissance à une vibration supérieure qu'on a appelée l'intellect. Alors l'homme, par l'intellect, est capable de se servir de ses mémoires de façon à avoir un résultat demandé par sa psychologie astrale, donc par ses désirs. Mais cet intellect-là est de plus en plus logique, de plus en plus efficace à partir des mémoires. Il peut donc se servir de l'expérience pour essayer de régler le nouveau, le présent. Mais c'est encore inefficace. Alors, la psychologie astrale va remettre dans les mains du mental, donc de l'intellect, de plus en plus d'autorité et de notoriété. Donc, il va pouvoir, avant de réagir à un événement, demander au mental ou à l'intellect ce qu'il en pense.
Alors, automatiquement, l'intellect, toujours teinté par l'astral, va être capable de spéculer. Donc, d'émettre des théories, d'émettre des croyances, des explications non logiques, mais qui vont satisfaire l'ego, donc qui vont satisfaire la psychologie de l'homme. Alors, automatiquement, on part avec des spéculations qui sont apparemment logiques et qui vont satisfaire l'ego. Jusqu'à ce niveau-là, on ne parle pas en ésotérisme de corps mental, on parle d'intellect, du mental naissant. Le phénomène mental, c'est un phénomène qui n'est pas teinté par la psychologie. Est-ce qu'un arbre est beau? Un arbre est un arbre. Beau ou laid dépend de vos mémoires. Donc, dépend de votre psychologie. C'est émotif. Un arbre n'est ni beau ni laid. Un arbre, ça peut être utile. Un arbre, ça peut être là. Vous pouvez, le mental, même le mental contrôlant, peut permettre à la psychologie astrale de découvrir une beauté. Mais c'est une beauté d'observation, de contemplation réelle dans le présent, et non pas assujetti aux mémoires. L'individu qui regarde quelque chose et qui commence à le trouver beau, il est même capable de fermer ses yeux et de continuer à le trouver beau. Alors lui ne contemple que ses mémoires. Il ne contemple pas le présent. Phénomène d'une personne qui trouve les fleurs belles, qui les cueille, qui les met chez elle, qui les tue, qui les met chez elle. Quand la fleur est fanée, on en cueille d'autres. Alors on contemple l'énergie qui est stimulée dans notre mémoire par un phénomène. Alors le mental, c'est simplement la parcelle intelligente, mais reliée à la mémoire. Et la psychologie, donc l'astral, c'est le phénomène manipulé par les mémoires. Si on a plus de mémoire qu'un phénomène est bon qu'un autre, alors automatiquement, on a une supposée personnalité psychologique qui nous dit que on est comme ça. Vous voulez être végétarien, est-ce que c'est intelligent d'être végétarien? Mais vous le savez pas. Vous avez lu, vous avez une croyance, vous émettez ça, mais vous n'êtes pas végétarien. Vous êtes assujetti à la psychologie manipulatrice de l'extérieur, de ceux qui sont végétariens. Puis souvent, les végétariens. Bon. Alors, ce qui va arriver, c'est qu'à un moment donné, vous allez être carnivore, et ces carnivores-là, vont être, même chose, assujettis à un phénomène mémoriel, selon leur apprentissage, selon l'état de révolte contre la société. La société est omnivore, la société mange de la viande, et la société est pourrie. Alors, c'est évident qu'on va être végétarien. On va être n'importe quoi contre la société. Mais encore là, c'est psychologique. Il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Par hasard, vous pouvez faire de quoi de bon, de quoi de mauvais. Mais vous ne le savez pas. Alors, ce qui fait que le mental, c'est quoi? Le mental, c'est la parcelle intelligence, celle qui est capable de se servir des mémoires expérientielles d'un individu pour être efficace. Mental égale efficacité. Mais efficacité par rapport à une relation écologique, donc conséquentielle, sur l'extérieur. C'est le mental. L'intellect prémental, l'intellect extraordinaire, c'est celui qui va être capable d'inventer une bombe nucléaire pour permettre à l'ego de l'inventeur ou de la nation de pouvoir dormir en paix. Parce qu'il n'y a plus de danger. S'ils nous attaquent, on les balaye. Ça, c'est l'intellect. Il est intelligent, il est au service de l'expérience, mais au service de la psychologie, donc au service de l'astral. Alors, psychologie, étude de l'âme, mais je pense qu'on en a déjà parlé suffisamment longtemps, des rapports entre l'âme, l'ego et tout ça. Alors, disons que... Jésus a dit les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Cela a-t-il rapport à ceux qui sont des maîtres pour avoir été les premiers et n'avoir fusionné que 4 de leur corps? Ils seraient maintenant retardés dans le haut astral. Merci, Lucide. Bon, premièrement, ce que le Nazaréen a dit, c'était en son temps, et évidemment, il y a toujours des phénomènes d'interprétation et des phénomènes surtout de contexte. Les premiers seront les derniers. Ça voulait simplement dire que les pharisiens, les prêtres et tous ceux qui avaient les grandes taches blanches, etc., qui se prenaient pour d'autres et qui étaient les premiers dans la société, seront les derniers à comprendre. C'est ça que ça voulait dire. Alors, il ne faut pas voir plus loin. Parce que présentement, quand vous arrivez dans un restaurant, si vous êtes le dernier, vous allez rester le dernier. Bon. Alors, ce qui fait que dans n'importe quel phénomène, être le dernier, m'attendre que tout le monde évolue. Quand ils sont tous évolués, là, je changerai. C'est le dernier pareil. D'accord? C'est un phénomène qu'il faut mettre dans son contexte et par rapport aux prêtres, aux pharisiens, à tous ceux qui étaient supposément en relation avec Dieu, ceux-là, et qui s'en vantaient, qui étaient humbles et qui s'en vantaient d'être humbles, tous ces individus-là, ces races de vipères, eux autres qui étaient les premiers dans la société, évidemment, seraient les derniers à comprendre.
Alors, ce qui fait que les grands maîtres, les maîtres qu'on appelle les maîtres du monde, qui effectivement maîtrisent le monde par le contrôle de l'éducation sociétaire, par le contrôle des phénomènes intermittents de paix et de guerre, donc ceux de Shambhala, ceux de l'Agartha, qui sont présentement les entités les plus, disons, sataniques sur la Terre, ceux qui vont en faire tout pour empêcher l'énergie, disons, supramentale de pouvoir descendre au niveau de la planète Terre. Donc, les pires ennemis de la race humaine, ceux de Shambhala, les maîtres du monde, ceux qui vont tout faire pour amener l'humanité à une évolution tellement supérieure à ce qu'on connaît présentement, mais à un plafond d'évolution pour les limiter, ben ces individus-là n'ont aucun lien avec ce que le Nazaréen disait quand il parlait des premiers et des derniers. Ceux-là n'ont pas été les premiers à comprendre. Ils comprennent bien, puis ils comprennent en tabarouette. Mais ils sont pris. Mais ils le savent. Alors ils ne seront pas les derniers à comprendre. Et ils ne seront pas non plus les derniers à pouvoir entrer en contact avec les autres corps. Parce qu'autant que ces individus-là, ces 13 et 14 individus-là, ont pu aider l'humanité, des ères antérieures, bélier, taureau, poisson, etc., à arriver à l'état évolutif qu'on connaît présentement, ben autant va falloir que les entités personnalisées réellement du mental, donc les enfants du Verseau, vont devoir les aider. Autant ils vont devoir les aider. Qui va arriver en dernier? Est-ce que c'est ceux-là? Non. Pourquoi? Parce que ceux-là vont être capables de mettre toute l'humanité sous leur contrôle. Ces maîtres du monde-là ne portent pas leur nom pour rien et vont maîtriser le monde. Ces maîtres du monde-là ont instauré, on l'a vu la semaine dernière, la diplomatie sur la planète Terre. La diplomatie qui est l'énergie même de la division chez l'homme. Alors que dans la réalité de l'évolution, l'homme devrait aller vers une union, non pas une division. Alors on a chacun notre opinion, on vote. Alors si ça marche pas, moi je ramasse ma gang, tu ramasses ta gang, on ramasse ta gang, on ramasse notre gang. Puis on vote, diplomate. Inintelligent, parce que c'est la masse. Si c'est la masse de stupides qui gagne, on agit stupidement. Et on divise. Alors la diplomatie, qui est l'apanage des forces sataniques de Shambhala, c'est un exemple justement d'instauration de phénomènes ici. Qui va être capable de manipuler la planète suffisamment puissamment pour empêcher la majorité des êtres humains évoluant sur la planète de pouvoir faire partie de ce qu'on pourrait appeler les élus. C'est-à-dire que tout le monde veut un jour arriver à être comme les grands maîtres, ben ils vont y arriver. Puis tant pis pour eux. Ils vont arriver à être l'égal des grands maîtres. Et ces grands maîtres-là ne seront pas les derniers, parce que toute la planète ensemble vont arriver en même temps. Mais ils vont arriver en même temps grâce à certains individus qui ne seront pas soumis par ces maîtres-là. Parce qu'il faut bien comprendre que quand on parle dans la Bible du retour du Christ, premièrement, ce ne sera pas une entité incarnée qui va revenir. On parle plus précisément, présentement, disons, d'énergie christique, mais il faut bien comprendre que la race satanique, ceux qui vont être capables de faire les mêmes choses, disons, les mêmes miracles et même mieux, ceux qui vont être capables de tromper même les élus, bien évidemment, ce sont les individus qui vont être sous l'emprise des forces de Shambhala. Et ces élus-là, sous l'emprise des forces de Shambhala, ce ne sera pas la masse. La masse va être sous l'emprise. Mais la masse va être sous l'emprise de Shambhala, donc des maîtres du monde. De quelle façon? Par l'intermédiaire des enfants ou des individus qui vont être suffisamment personnalisés sans être sous l'emprise de l'énergie supramentale. Donc, ils vont rester reliés à leur ego psychologique. Et ceux-là vont se croire libres. Et ceux-là vont devenir à peu près légal de ce qu'ont été différents grands maîtres, on en a quelques tableaux ici, qui, eux, ont pu, à un moment donné, arriver à faire une fusion. Donc, à faire une fusion de différents corps, de plus en plus subtils, pour en créer un. Mais un insuffisamment parfait. Et c'est le problème de notre ego. C'est le problème du choc de l'évolution. C'est qu'il vient un moment donné où, grâce à l'énergie supramentale, tu arrives à te personnaliser, tu pénètres l'énergie supramentale, tu peux même arriver à un moment donné à pouvoir faire un travail au niveau du plan éthérique. Mais le problème qu'il va y avoir, le problème qui va subsister, c'est que, étant totalement personnalisé, ce qui va t'arriver, c'est que tu vas couper les relations avec l'extérieur, et c'est l'extérieur qui va surtout attirer le reste des énergies. Alors, automatiquement, l'énergie supramentale, c'est une énergie qui est presque intemporelle. Donc, elle doit s'exprimer dans une réalité vivante. Et une réalité vivante, c'est pas quand tu es assis sur ta chaise. C'est quand tu es en relation. La vie, c'est une relation. Et tu dois la relationner pour la vivre.
Alors, ce qui va arriver, c'est que ces individus-là, qu'est-ce qui va se passer? Comme nos grands maîtres, les grands maîtres du monde, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'à un moment donné, ils vont être suffisamment énergisés, mais suffisamment retirés de tous les phénomènes manipulateurs. Hein? Parce que, je le dis de temps en temps, tu es manipulé par les forces du bas ou par les forces du haut, mais tu n'as pas le choix. Tu n'es pas la totalité. Tu es une parcelle d'une totalité. Donc, tu ne peux pas faire autrement qu'être manipulé par Satan ou par Dieu, mais tu es manipulé. Tu n'as pas le choix. Alors, ces individus-là, devenant presque seuls, presque complètement, du moins par impression, vont avoir la possibilité de se fusionner. Et se fusionnant, ils deviennent l'égal des grands maîtres. Et devenant l'égal des grands maîtres, ils vont donc rejoindre le nombre de nos grands maîtres à Shambhala, qui, eux, vont s'efforcer, comme on l'a déjà vu, pour attirer l'énergie supramentale chez eux de plus en plus fort, vont s'efforcer, étant trop peu nombreux, pour dégager suffisamment d'attraction. Ils vont donc s'efforcer d'augmenter le niveau de maître dans leur orifice, donc dans l'énergie supramentale pour pouvoir eux-mêmes se sauver. Parce que le travail intelligent sur la Terre, c'est de te sauver toi-même. Sauve-toi toi-même et après ça, tu penseras aux autres. Mais si tu veux sauver les autres, puis tu meurs, tu ne sauves pas personne. Mais le problème, tu dois te sauver toi-même, mais toujours en sachant bien que tu dois préserver l'avenir. L'avenir, c'est quoi? Vis le présent, mais vis-le dans un contexte qui n'est pas dégradant pour la matière. Pourquoi? Parce qu'un jour, tu auras sans doute à revenir. Et quand tu vas revenir, ce ne sera pas dans le passé, ni dans le moment où tu vis présentement. Ce sera dans un moment qu'on peut appeler futur et qui n'existe pas. Mais ce futur-là risque d'exister. Alors, si toi, tu vis pour toi-même et que tu n'es pas éco-conscient des phénomènes du futur, donc tu n'es pas conscient de l'importance de l'instauration d'un contexte du réellement intelligent, mais quand tu vas revenir au monde, ça va peut-être être dans les hommes des cavernes qui sont les descendants de tes enfants. Parce que ceux-là se sont fusionnés, et s'ils se sont fusionnés et qu'ils ne sont pas suffisamment puissants pour attirer suffisamment d'énergie, pour briser leur fusion. Parce que ces êtres-là, ils doivent briser leur fusion, ils doivent redevenir ce que nous ont été. Ils doivent redescendre aux enfers, ils doivent repasser par des cheminements bien plus terribles que l'être humain normal, parce qu'ils sont indépendants de l'extérieur. Ils ne peuvent pas être une totalité, ils sont une individualité brimée. Ils ne sont pas une totalité. Tu ne peux pas être l'univers entier si tu es déjà une parcelle cristallisée de cet univers-là. Ce qui est déjà le problème du corps humain chez l'homme. Mais le corps humain chez l'homme est le véhicule par excellence de l'évolution. Alors si tu n'as pas de corps, tu n'évolues plus. Parce que c'est dans ton corps physique que tu peux vivre une expérience. Ce qui va énergiser ton astral et ce qui va permettre au mental d'exister pour attirer l'énergie supramentale, mais tu ne devras pas te fusionner avant ton temps. Donc, tu ne devras pas te personnaliser en coupant les relations avec l'extérieur. Et c'est ce que ces maîtres ont fait. Pas tout. Parce qu'on pense souvent que le conte fait partie de ces maîtres-là. Le conte n'en fait pas partie. Le Nazaréen ne fait pas partie des maîtres de Shambhala. Le Nazaréen est descendu aux enfers. Le Nazaréen n'a jamais fusionné les 4 principales, les 4 corps primaires, ni les 5. Hein? Il y en a 7, et le Nazaréen est monté jusqu'au 7e, qui est le corps divin. Il était à la fin, ce que les autres maîtres n'ont pas été. Et ces autres maîtres-là sont reliés à la planète Terre parce qu'ils n'ont pas suffisamment d'énergie pour arriver à une conscience extraplanétaire. Une conscience qui relie le travail évolutionnaire de tous les plans autres que la planète. Alors, ils ont été les premiers, mais ils seront aussi les premiers avec la masse. Mais ce n'est pas le phénomène d'être premier ou dernier, comme le Nazaréen l'a enseigné. Par contre, le Nazaréen a déjà dit beaucoup d'autres choses, comme il était beaucoup plus facile à un chameau de passer par le choc d'une aiguille qu'à un riche d'entrer au ciel. Mais il faut bien comprendre que riche, ce n'est pas ça nécessairement en termes financiers. L'énergie monétaire, c'est quoi? L'énergie monétaire, l'argent, c'est une énergie. Une énergie qui est exactement identique à l'énergie du travail. Alors, l'énergie du travail, c'est quoi? C'est l'expression de l'énergie physique, de l'énergie vitale qui permet le mouvement du corps physique, l'animation du corps physique, de l'énergie psychologique qui a permis un désir, qui a permis l'expression d'un désir, et de l'énergie mentale qui a permis de pouvoir régir ce désir-là dans la matière. Et ça,
si tu n'es pas stupide, gaspillard, tu es capable de la transformer en énergie monétaire. Et le riche qui ne peut pas rentrer au ciel, c'est l'individu qui se contente que d'exprimer ou de ramasser, donc de s'entourer d'énergie reliée à la planète Terre. Et celui qui s'entoure d'énergie reliée à la planète Terre, comme les grands maîtres l'ont fait, ben celui-là ne peut pas entrer au ciel. C'est plus facile un chameau. Pourquoi? Parce que le chameau n'est pas autant entouré d'énergie typiquement planétaire. L'énergie supramentale qui a aidé ces quelques rares individualités-là à devenir ce qu'on appelle les maîtres du monde, l'énergie supramentale qui leur a permis ça, ne les habite plus. Elle n'a permis que à ces personnalités mentales-là de voir le jour. Donc, elle a permis de créer ce qui se passe présentement chez l'homme et qui est le choc de l'évolution. Elle l'a permis chez des individus qui, de par leur phénomène expérientiel, de par les affinités vibratoires et surtout de par les plans manipulateurs intelligents, donc on avait besoin d'eux, ce qui va être par exemple le travail de Melchisédek, ce qui va être le travail par exemple de Lazare, ce qui va être le travail de différentes personnes, ben, ces individus-là, qui eux autres ont réussi à se personnaliser suffisamment, ont été suffisamment indépendants de la manipulation extérieure pour pouvoir obliger une tangente dans l'évolution de la planète. Alors, on a créé des ordres, des écoles initiatiques. Ils ont créé des séparations au niveau de certains pays. Ils ont créé des religions où on en a créé pour eux, mais ils les ont acceptées. Et ces individus-là maîtrisent. Ils vont être, par exemple, reliés au prieuré de Sion. Qu'est-ce que c'est que le prieuré de Sion? Ben, c'est simplement une organisation sur la Terre qui se voue à déclencher des guerres, qui se voue à empêcher l'évolution de l'homme. Et le prieuré de Sion est intimement relié à l'Agartha. Et le prieuré de Sion est celui, et c'est ceux qui ont manipulé Adolf Hitler et qui ont bâti un individu et qui lui ont donné des forces attractives et manipulatrices suffisamment puissantes pour pouvoir dynamiser dans l'astral une masse complète pour les envoyer à un hécatombe, même si les individus le savaient, il n'y avait rien à faire, les individus étaient manipulés, ils étaient pris, ils étaient possédés par Adolf Hitler, qui lui a été libéré de prison à la condition qu'il devienne Führer. Et il y a un paquet de phénomènes. Si tu regardes juste l'idée même ésotérique de son phénomène, parce que les individus qui sont arrivés à être les maîtres du monde, ce sont des individus qui ne sont pas nés sur le continent atlantéen, qui ne sont pas nés en Lémurie. Le comte de Saint-Germain est né en Lémurie, mais pas les autres. Les autres sont nés sur la Terre Blanche, et c'était des Ariens. Les maîtres du monde sont de la race aryenne, donc de la première sous-race de la race blanche. Et Adolf Hitler a voulu, par l'Allemagne, parce que l'Allemagne a été une expression réellement brillante de la race aryenne après la race indo-européenne, et Adolf Hitler a voulu, mais il était manipulé, lui-même était juif, lui-même n'était même pas aryen de par son sang. Sa mère était juive. Il a voulu remettre la race aryenne sur la Terre. Mais ça, c'était simplement un phénomène de contrôle, de manipulation opéré par le prieuré de Sion, qui était sous l'influence immédiate de Shambhala. Alors, donc, ces maîtres-là sont des personnes qui ont été prises par l'état de choc qu'on a parlé ce soir, et des individus, ce sont d'une force, une puissance extraordinaire de manipulation dans l'astral, parce qu'ils connaissent l'astral, ils connaissent le mental, mais ils ne connaissent rien d'autre. Alors, ils peuvent manipuler d'une façon extraordinairement dangereuse, comme cela a été bénéfique. Bénéfique pourquoi? Parce que pour se sortir de leur pétrin, ils devaient monter l'humanité à un niveau suffisamment puissant pour que ces individus-là fassent la même chose qu'eux. Et là, ils vont venir grossir l'ensemble des maîtres du monde, et cet ensemble-là sera suffisamment puissant quand il sera suffisamment nombreux pour arriver à se défusionner et rejoindre la masse évolutionnaire de la planète. Et ça devra se faire aussi. Parce que tant que ceux-là ne sont pas libres, ben même si toute la planète au complet arriverait à être prêt, il y a un morceau, le cœur même, qui n'est pas libre. Alors, veut pas, on devra les aider. Autant qu'ils ont aidé l'humanité à monter jusqu'au niveau où on est présentement, autant ils vont l'empêcher d'aller plus haut. Et c'est à nous d'aller plus haut. Parce que d'autres n'en sortiront pas si on va pas plus haut. Mais on va y aller plus haut. Par contre, la majorité vont être brimés, ils vont s'arranger pour pouvoir se fusionner suffisamment avant leur temps pour pouvoir rejoindre ces maîtres-là. Alors, disons que les premiers, présentement, les premiers sont les premiers, puis les derniers sont les derniers. À moins que tu pousses. Tout à l'heure, tu disais que ces gens-là ne pouvaient pas revenir. Est-ce qu'ils sont nés comme nous, en fin de compte? Puis, est-ce qu'après avoir, disons, assez évolué,
ils sont restés pris dans une genre de... Par des maîtres du monde? Oui. Bon, premièrement, ils ne sont pas nés comme nous, pas pour la majorité. Et ils ont surtout, ce sont des terriens par contre. D'accord? Et surtout, c'est qu'ils ont été obligés d'entrer en relation avec des énergies intelligentes, des énergies vibratoires, suffisamment puissantes pour pouvoir instaurer disons, une apparence d'intelligence sur la planète Terre. Parce qu'ils ont été manipulés par des intelligences supérieures, mais ils ont refusé à un moment donné, de par leur personnalisation insuffisamment limitée, de vouloir, ils ont refusé de vouloir patienter. Hein? À un moment donné, tu arrives à Dieu, tu connais Dieu, tu vois tout, et tu fais tout ce que Dieu te demande. Il y en a qui ont tué au nom de Dieu, hein? Qui ont tué leurs femmes, leurs enfants, etc. Alors ces individus-là ont vécu le même phénomène. À un moment donné, puis ça a été d'ailleurs le problème au niveau de la lémurie à l'époque d'Adam et Ève, de la race adamique, etc., la race violette adamique. Mais ce qui est arrivé, c'est que ces individus-là en arrivent à un point, à un moment donné, où ils sont tellement convaincus, ils sont tellement sûrs d'être sûrs, hein, qu'ils sont tellement personnalisés et indépendants des manipulations extérieures, surtout que si tu regardes l'époque, l'homme n'avait même pas d'intellect ou très peu d'intellect. C'était réellement une minorité qui avait un début d'intellect. Et c'était évidemment la minorité dirigeante. Puis tu avais le reste, les pauvres, qui ne comprenaient rien, mais qui acceptaient d'être nés pour un petit pain. Et ces individus-là, l'astral à cette époque-là était insuffisamment dynamisé pour empêcher certains phénomènes comme ça. Par contre, pour dynamiser l'astral, donc le phénomène psychologique planétaire limitatif, diffusion accidentelle, disons, était insuffisamment puissant. Mais il fallait le dynamiser. Alors, automatiquement, on devait bâtir des instructeurs qui, eux autres, de par l'enseignement, comme la fraternité essénienne, par exemple, qui en avait plusieurs, comme différentes hautes écoles, on devait bâtir un phénomène, un mécanisme chez l'homme qui obligerait l'astral psychologique à être dynamisé pour réussir à pouvoir limiter le phénomène fusionnel accidentel ou avant terme et pour pouvoir faire beaucoup d'autres choses dans l'évolution, dans le développement du corps mental, donc de l'intellect naissant. Alors, ces individus-là, on les a poussés sur un chemin. C'était normal, obligatoire. Bon, alors ils ont été transformés, mais ils étaient insuffisamment préparés. Hein, il y en a seulement 2 qui ont été suffisamment préparés. Il y a eu le Nazaréen, et évidemment, il y a eu un autre individu qui a été initié par le Nazaréen. Ce sont les 2 seuls individus qui, le Nazaréen n'était pas planétaire, par contre l'autre l'était. Ce sont les 2 seuls individus qui, eux, ont réussi à pouvoir passer par-dessus le phénomène d'effusion avant terme et pouvoir continuer leur chemin sans être fusionnés. Et ces individus-là, il y en a évidemment qui lui a fusionné ses 7 corps, ce qui fait que présentement, dans le Nazaréen, il est donc, disons, le contrôleur de tout un phénomène galactique au complet. Hein? Il est notre Père. Mais ce n'est pas notre Père créateur, parce que notre Père créateur, ce n'est pas le Nazaréen. C'est un individu un peu plus suspect. Alors, ce qui arrive, vois-tu, c'est que l'autre individu, qui est le comte de Saint-Germain, qui a été initié par Jésus, parce que le comte de Saint-Germain, c'est aussi Lazare. Hein? Lazare, simplement ce phénomène-là. Alors, ces 2 individus-là n'ont pas fusionné aucun corps. Par contre, ils sont en relation intime avec des plans supérieurs. Ce qui leur permet de comprendre une évolution globale extraplanétaire, extragalactique. Donc, ils voient réellement le schéma planétaire à l'intérieur de ça. Ce sont les seuls individus où, disons, présentement, il y a seulement le comte qui est présentement incarné. C'est le seul individu qui, réellement, avec l'aide d'un Melchisédek, peut réussir à diriger l'évolution planétaire d'une façon écologique et rationnelle, supramentalement intelligente. Les autres le font d'une façon qui est aberrée, une façon qui ne tend qu'à limiter. Parce qu'ils ne comprennent pas que si on ne limite pas, on s'en sort. Toi, tu veux pas que le voisin devienne riche, d'ailleurs c'est typique aux Québécois, tu veux pas que le voisin devienne riche parce que tu es jalouse. Mais si tout le monde devient riche, tu n'auras pas le choix de devenir riche. D'ailleurs, vu que tout le monde est devenu riche, on a pu donner du bien-être à ceux qui n'ont pas d'argent. Hein? On a pu faire plusieurs choses à des individus qui étaient clochards, des individus qui étaient totalement inefficaces dans la société. C'est évident qu'à cette époque-là, on l'a fait parce qu'on ne voulait plus les voir sur le trottoir, on leur a donné une maison. Bon, mais n'empêche que c'est parce que la société a pu avoir suffisamment d'énergie financière qu'elle a pu faire des choses. Alors, si tu permets à un individu, ton enfant, t'es jaloux, il n'apprend plus que toi. Mais laisse-le grimper. Puis quand il va te rendre assez grand, il va pouvoir te faire grimper. Mais ça, c'est incompris par les maîtres. Alors, seules certaines individualités ou personnalisation ou représentation ou expression ou vibration extraplanétaire peuvent comprendre ce phénomène-là. L'énergie supramentale, qui est une énergie astrale galactique, lui a en mémoire toute l'évolution de différentes planètes similaires à la nôtre.
Alors, ce qui fait qu'il a donc le savoir instantané, qui va se présenter sur la Terre dans certains individus comme un phénomène de connaissance instantanée. Mais l'homme, présentement, n'est pas dans un état où il peut avoir accès à la conscience absolue immédiatement. Et il ne le peut pas. Alors, automatiquement, il doit donc avoir accès à des bribes de conscience qui vont être, dont l'astral va pouvoir s'emparer, se nourrir, et ce qui va dynamiser l'astral, ce qui va obliger l'astral lentement à découvrir l'état de personnalisation, donc à amener le phénomène au niveau du mental, ce qui fait qu'on arrive à une phase qui est une phase salutaire dans l'évolution planétaire, mais qui est une phase dangereuse parce que, comme la carte L'Amoureux sur le tarot, tu as deux possibilités de chemin. Celle du retour en arrière parce que tu coupes les relations, celle de l'avance en avant parce que tu coupes la relation souffrante, mais tu ne coupes pas la responsabilité que tu as, toi, à l'instauration de l'énergie supramentale dans la matière. Alors, ce qui fait que, si on regarde ces individus-là, c'était des individus pseudo-normales qui ont été mis en relation avec des intelligences pour énergiser, pour bâtir un cadre évolutionnaire pour la planète. L'évolution d'un individu, c'est jamais important pour la planète. C'est l'évolution de la masse qui est importante. Alors, c'est pas pour 14-15 individus qui sont présentement, disons, supposément les maîtres du monde, il y en a plus que ça parce qu'il y en manipule d'autres. C'est pas pour eux que c'est important. Ça va l'être à un moment donné parce qu'on doit s'unir et non pas se diviser. Présentement, tout est divisé, tout est complètement divisé, et les forces de Shambhala s'évertuent à la division. Pourquoi? Pour permettre une énergisation de l'astral suffisamment puissant pour pouvoir arriver à permettre au mental de se personnaliser, mais dans son temps. Et c'est quoi son temps? C'est quand les énergies extraplanétaires vont revenir sur la planète Terre, ce qui est présentement en train de se faire, pour venir subtiliser l'énergie astrale. Donc, tu as suffisamment de mental pour comprendre des choses, et tout d'un coup, ce qui te limite, on l'élimine. Le travail du comte de Saint-Germain, d'ailleurs, c'est de subtiliser l'énergie astrale. Bon, alors on élimine l'énergie astrale, et automatiquement, toi, tu te personnalises rapidement. Tu coupes les relations rapidement. T'as pas le temps de comprendre. T'as pas le temps de comprendre du tout. Et tu risques une fusion, tu risques une aberration, et tu vas évidemment pouvoir devenir un semblant d'élu qui va pouvoir manipuler d'autres individus. Tu risques d'être assujetti aux forces sataniques de Shambhala, sataniques présentement, même s'ils ont été yaviques. Alors, ce qui fait que ces individus-là, de par leur schéma évolutionnaire, ont dû servir l'humanité pour certaines raisons, je ne parlerai pas ce soir, et automatiquement, étant donné que l'astral n'était pas suffisamment dynamisé, d'ailleurs pourquoi que Lazare l'a fait par après, il s'est efforcé de dynamiser l'astral avec l'aide de la jante féminine sur la planète Terre, et aujourd'hui, ben là, il doit rediminuer cette énergisation-là, ce qui est normal, mais les forces de Shambhala vont essayer d'en profiter. Alors, automatiquement, le priori de Sion va transmettre sur la planète Terre des idées d'Apocalypse, parce que les prophéties de l'Apocalypse, c'est tout de la foutaise. Elles peuvent arriver, parce qu'une prophétie amène automatiquement l'énergie qui devrait la réaliser. Mais on a aussi des prophéties de paix, parce qu'on a des énergies intelligentes qui pensent à la paix. Mais pas à la paix parce qu'on a peur de la guerre. Parce que quand tu penses à la paix parce que tu as peur de la guerre, tu fais des manifestations antinucléaires. Tu es prêt à tuer ceux qui veulent faire la guerre nucléaire. Tu es prêt à faire la guerre contre la guerre. Alors ça, c'est une paix qui est psychologique, émotionnelle. Mais on a des énergies intelligentes qui bâtissent la paix, parce que c'est intelligent que ça arrive. Parce qu'il ne faut pas s'attendre à ce qu'on ait beaucoup de conflits nucléaires. Par contre, il va y avoir évidemment des purifications planétaires, parce qu'on a un système qui a été bâti par des forces, disons, qui ne sont pas tout à fait intelligentes, et ce système-là doit être balayé. Si l'individu s'attache au système, l'individu va être balayé avec. Tout à l'heure, tu parlais de diplomatie, que c'était nuisible, disons, de la manière que ça fonctionnait présentement. Dans des endroits où il n'y a aucune diplomatie, de quelle façon est-ce que tu peux l'expliquer? Bon. Est-ce que c'est nuisible ou c'est bon ou quoi? Voilà. Alors, ce qui va arriver, vois-tu, c'est que dans les endroits où il n'y a aucune diplomatie, à un moment donné, c'est arrivé sur la planète Terre, une intelligence va passer là, va être capable de suffisamment dynamiser la population pour renverser un gouvernement par placer un autre. D'accord? Bon, ça c'est l'évolution normale de la planète Terre, et ça amène l'expérience d'essai et erreur, non plus d'un individu, mais d'une masse collective. Parce que la masse apprend d'une façon extrêmement différente de l'individu. Les deux n'apprennent pas pareil. Une collectivité n'apprend pas comme un individu. L'individu dans la collectivité n'est jamais ce qu'il est lui-même tout seul. C'est deux apprentissages absolument différents. Parce que un est en relation intime avec sa psychologie aurique propre, et l'autre, quand il est dans la masse, il est en relation avec l'égrégore psychologique de la société. Donc, il a une autre psychologie, une autre personnalité. Un individu dans une masse n'est pas l'individu seul. Alors, ce qui va arriver, c'est que même la collectivité doit apprendre par essai et erreur. Et à un moment donné, elle va elle-même se perfectionner.
La diplomatie, qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle règle des problèmes? Même pas. Parce que la diplomatie, on peut l'arranger comme on veut. Et la diplomatie, surtout dans un cadre intelligent, où l'intelligence peut se placer. Quand est-ce que la diplomatie a été instaurée sur la planète Terre? Elle a été instaurée seulement quand certains individus ont eu un potentiel mental suffisamment puissant pour pouvoir comprendre la relation entre les causes et les effets dans le domaine de la planète Terre. Et automatiquement, on a instauré la diplomatie pour permettre au désir de l'astral de gagner, de pouvoir diriger la masse au détriment de l'intelligence. Moi, je suis intelligent et je décide qu'on devrait partager toutes les bœufs de tout le monde ensemble, donner des terres, puis essayer de prôner l'agriculture dans toutes les familles. Mais automatiquement, on va instaurer la démocratie. Il y a eu la guerre. La guerre, c'est une démocratie aussi, parce que c'est quoi la guerre? La guerre, c'était le premier phénomène de démocratie. Alors moi, je suis contre ton instauration, parce que moi, j'ai des gros troupeaux. Alors je monte mon armée, puis je t'attaque. Toi, tu montes ton armée, puis tu m'attaques. Mais là, c'est un vote qu'on fait. Mais là, c'est pas suffisant. Alors moi, je vais aller essayer d'aller voir mon cousin, mon frère, mon oncle, un ancien de mes chums, ton cousin, plus souvent c'était familial, pour essayer de les convaincre de venir avec moi pour te battre. Mais c'est de la diplomatie. Je m'en vais essayer de convaincre les autres, donc les autres ils viennent me voir, c'est comme un vote. Ils portent leur allégeance à mes troupes. Et moi, je t'attaque et j'ai réussi à te dominer. Donc, je prends le pouvoir, on appelle ça une monarchie, mais c'était le début de l'instauration de la démocratie. Bon, et une fois que je suis là, ton idée intelligente, qu'est-ce qu'elle a à faire là-dedans? Nous, on est riches, on a nos armées, on a nos troupeaux, les autres, on s'en fout. Mais ça, c'est la démocratie, qui ne fait que amener au pouvoir la psychologie, les désirs. Comment on fonctionne ici en psychologie démocratique politique? On offre des choses que le monde en peur. Vous allez avoir la sécurité, vous allez avoir telle affaire, on va vous faire des hospices, on va refaire les écoles, on va donner de l'emploi, on va... Bon, si le monde ne veut pas d'emploi, on leur en parle pas. Il n'est pas question de choses intelligentes, il est question simplement de choses psychologiques. Et la démocratie ne porte au pouvoir que l'expressivité d'un astral de masse, donc d'un astral, plus il est de masse, plus il est stupide. Parce que l'individu ne sait même plus ce qu'il veut. Il veut ce que la masse veut, mais la masse, elle ne veut même pas ça. Tu vas voter pour la guerre, après ça tu y vas en guerre. Si vous dites en guerre, toi personnellement, non. Et le pays a voté pour la guerre. Mais va vérifier combien il y en a qui veulent y aller une fois que la guerre est déclarée, il n'y en a pas bien. Tu sais, il y a juste ceux qui vont pas qui veulent encore. C'est pour ça que les dirigeants, les généraux s'organisent pour pas y aller. Tu sais, il y a des raisons stratégiques, mais il y a des raisons psychologiques avec. En tout cas, moi, je sais que j'irai pas, je serai général. Bon. Alors, vois-tu, c'est que ces phénomènes-là font simplement en sorte que toute l'éducation, que tout notre problème, que tout ce qui va être évolutif sur la Terre, va être brimé tant qu'on va avoir une démocratie. Pourquoi? La démocratie, c'est le piège de l'intelligence. C'est l'anti-intelligence. Moi, je suis intelligent, on est tous intelligents, on étudie les problèmes de la société. Bon. On arrive à des solutions. Mais ces solutions-là vont donc devoir obliger la société à transformer certaines choses, parce que il faut qu'ils transforment. Parce que s'il y a des problèmes, c'est qu'il y a des choses qui s'amènent. Donc, il faut éliminer les problèmes. Là, va-t'en pas dans les élections, tu ne gagneras pas. Tu peux, si tu veux gagner tes élections, dire, plus de problème, mais vous n'avez rien à faire. Là, tu vas gagner tes élections. Mais s'il faut que tu commences à parler, à expliquer une chose intelligente, ça passe au vote, et toi, tu rentres pas. Parce que la démocratie, c'est l'antithèse de l'intelligence. Dans les pays où il n'y en a même pas de ça, qu'est-ce que tu fais de ça? Il y en a de la démocratie. Tout à l'heure, je te parlais des guerres et tout ça. Prends par exemple le Guatemala, il vote. Sur 6 millions de votants, 8 millions ont voté pour tel parti, et puis 1 million pour un autre. C'est le même que ça marche au Guatemala. OK? T'as 3 millions de plus de votes d'un boîte que toute population votante. Bon. Maintenant, ce qui arrive, puis en plus, c'est que tu as des généraux qui sont élus, etc., puis c'est toujours, en tout cas, c'est une amanchure. Mais la démocratie réelle du Guatemala, elle se fait où? Elle se fait aux États-Unis. Elle se fait en Union soviétique. Elle se fait au Canada. Parce que toi, tu votes pour que le Canada achète une place. Les Américains aussi, ils votent pour avoir du coton moins cher. Les Américains aussi, ils votent pour différentes choses. Alors, automatiquement, on va dans d'autres pays parce qu'on ne l'a pas, puis on s'arrange pour organiser les régimes-là, mais ça, c'est parce qu'on vote ici. Parce que la planète Terre au complet, elle est dirigée par la démocratie des pays occidentaux. Seulement. Mais c'est une démocratie. C'est pour ça qu'on va se battre pour du pétrole. Parce que nous, on a décidé que le pétrole en avait besoin, et nous, on va s'arranger pour voter. Pour voter quoi? Pour voter de l'aide militaire, pour voter des contingents d'hommes,
pour voter, pour donner des pots de vin, pour organiser. Mais c'est une démocratie, ça. C'est une réelle démocratie. De l'autre côté, là, Ça reste démocrate pareil. l'autre côté du rideau de fer, c'est démocrate aussi? Bien sûr, c'est démocratique. Je le voyais pas comme ça. La population soviétique, elle est maîtrisée, elle est contrôlée. Hein? Ils ont su quasiment un an après qu'un Boeing coréen avait été abattu, qu'un Boeing avait explosé en plein ciel, puis que les navires soviétiques avaient été à sa recherche, puis que les Américains les accusaient de l'avoir abattu. Bon. Puis en réalité, pendant ce temps-là, il y avait un paquet d'avions espions qui survolaient les... Bon, OK? Bon. Mais qu'est-ce qui arrive là-dedans? Ça reste quand même une démocratie. Pourquoi c'est une démocratie? Démocratie manipulative, d'accord? Mais pourquoi que ce peuple-là ne décide pas à un moment donné qu'il arrête? Parce qu'il décide qu'il continue. Mais c'est une démocratie toujours. Si tu mettais des élections, il votera encore les mêmes phénomènes. Tu as quelques individus qui voteraient contre, mais tu auras automatiquement du monde pour le fermer à la boîte. Mais c'est une démocratie. C'est quoi la démocratie? C'est que tout le monde a des idées, puis celui qui a le plus d'idées, il gagne dessus. C'est ça une démocratie. Mais tu peux la faire d'une façon civilisée, hein, avec des guichets comme on a ici, avec des phénomènes dans le genre, avec bien de la publicité subliminale, bien des gros discours, bien des promesses, ou tu peux la faire d'une manière moins civilisée. Quand les Juifs sont morts dans un camp de concentration, hein, c'est un exemple que je prends souvent, mais c'est un exemple qui est fondamental. Tu as 200 soldats allemands qui maîtrisent 6000 Juifs. Mais si 6000 Juifs décident de rentrer chez eux, ben les soldats allemands, ils vont les laisser rentrer chez eux. Hein? Ils vont en tuer 1000 ou 2000, puis après ça, il va en avoir 4000 qui vont piler ces soldats allemands, ils vont en tuer 200, ils vont s'en aller chez eux. Mais il y a une démocratie qui est là pareil. Une démocratie qui est reliée, justement, au phénomène manipulateur de l'astral noir. Alors, ils sont tous là, 6000 à attendre, puis à attendre, ben, il n'y a plus rien à faire. Mais ils ont accepté, ils ont voté pour. Hein? Quelqu'un arrive, il faut qu'on s'en sorte. Oh, on pourra pas. C'est ça, faut que tu commences la politique. Pour les convaincre qu'on peut s'en sortir. Pour amener leur vote à ton idée. C'est pas un vote dans un guichet, mais c'est ça pareil. On va s'en sortir. Si tu es intelligente et tu es malade, j'ai pas besoin d'aller te voir pour te convaincre qu'il faut que tu guérisses, puis qu'il faut pas que tu lâches, que tu vas t'en sortir. Mais c'est des phénomènes minuscules de démocratie, ce qu'on ne voit pas. On ne voit que la démocratie civilisée. Puis même celle-là, pour ce qu'elle est civilisée, tu votes pour le moins pire. Ou tu votes contre un autre. Alors la démocratie, c'est réellement le frein à l'instauration d'intelligence. Puis à un moment donné, ça va être éliminé. La population qui vote n'a pas la connaissance. N'ayant pas la connaissance, elle ne peut pas savoir. Ne pouvant pas savoir, elle amène des régimes qui sont stupides. Si tu as l'intelligence doit obliger. Ben oui, c'est sûr, il va être manipulé, oui, mais tu es manipulé par l'inférieur ou le supérieur. Alors, si l'intelligence prend le pouvoir, tu es manipulé par le supérieur. Puis l'intelligence que je te parle, c'est pas la géniocratie de Raël. Bien différent. Il me semble que les fantômes ou les spectres seraient plutôt blancs et un peu lumineux. J'ai vu passer comme deux fantômes noirs, transparents, très grands. Il me semble. Qu'en penses-tu? Était-ce une illusion? Bon, premièrement, tout est illusion. C'est une illusion, oui. Maintenant, blanc ou noir, ça dépend simplement du phénomène éducatif de l'individu. Ça dépend de son contexte psychologique à avoir peur ou à aimer ça. Hein? Un spectre, un fantôme, c'est simplement le relégat mémoriel d'un individu qui n'a pas su à sa mort qu'il était mort. D'un individu qui a refusé la mort. Donc, ça devient une espèce de fantôme. D'un individu ou d'un égrégat de phénomènes astrales qui vont pouvoir, à un moment donné, se densifier, donc apparaître vis-à-vis certains individus qui sont prêts à les voir. Et vous allez les voir, donc les interpréter selon votre contexte psychologique. Je vous amène une fleur, vous pouvez la trouver belle ou laide. La fleur reste la même. Mais vous allez la voir différemment. Alors, le fait de savoir si c'est noir ou blanc, chose qui est sûre, c'est qu'on ne doit jamais prendre contact avec des phénomènes dans le genre, qui ne sont que mémoriels et qui n'ont qu'une idée, ne pas mourir, ne pas être morts. Et ils sont morts. Et ils devront être digérés par la psychologie planétaire à un moment donné, ce qui fait que les fantômes disparaissent toujours après un certain temps d'existence. Mais, illusion ou non, ça n'a aucune importance. Parce que votre psychologie perçoit quelque chose, c'est enregistré dans votre mémoire. Et c'est égal à ce que vous appelez la réalité mémorielle. Votre réalité de voir un verre d'eau ou un chat ou un chien, c'est une réalité, mais elle est dans votre mémoire maintenant. Et dans votre mémoire, il y a aussi les films que vous avez vus qui vont vous manipuler autant. Il y a ce fantôme, ce spectre, ou n'importe quoi qui est maintenant dans votre mémoire qui va vous manipuler autant. Donc, question d'illusion ou non, en ce sens que c'est mémoriel, tout est illusion. Mais on ne peut pas dire, c'est qu'une illusion. Il y a des illusions comme ça qui ont tué beaucoup de monde. Hein?
Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne doit jamais être en relation. On doit être en relation avec ce qui est vivant et non pas, non pas avec ce qui est mort, avec ce qui est mémoriel. Alors, savoir si c'est une illusion ou non, on s'en fout. L'important, c'est que vous ne devez pas être manipulé par quoi que ce soit.